Voilà, il est 15 heures. Vous écoutez 15h30 en fait. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Ici Jean-Louis Magoudou, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. Nous serons en différé sur WhatsApp un peu plus tard et nous sommes en direct sur Facebook également. Merci de liker et de partager cette émission. On est le vendredi 3 mai 2019 sur le plan local, on va vous parler des 12 ans en politique d'Emmanuel Dubourg. D'ailleurs, il y a un article sur ce sujet-là sur notre site internet intexto.ca. Allez visiter ça et vous allez en apprendre davantage. 12 ans pour cet Haïtien en politique, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. Et on vous parlera, on est vendredi, avec François Jean-Denis qui va nous parler des services. On aura la chronique avec Daniel Medna sur les assurances, mais aussi Pierre-Paul Gazmar. On aura Pierre-Paul Gazmar également, qui nous parlera de Unitransfert, du taux de change et tout ça. Et en Haïti, évidemment, on parlera de Jean-Michel Lapin qui doit se présenter lundi avec son cabinet au Sénat. Mais toujours est-il qu'on ne connaît pas la composition de ce cabinet et c'est très difficile de ce côté-là. Et les chances de M. Lapin sont plutôt minces au Parlement. La Chambre des députés ne semble pas être trop pressée sur la question. Et on parlera également du 1er mai, un retour sur le 1er mai avec Jovenel Moïse qui a été à Marion, le barrage Marion, où il veut relancer l'agriculture, mais aussi se servir de cette eau-là pour irriguer les plaines, mais pour l'électricité également. On parlera de la liberté, de la journée internationale de la liberté de la presse en Haïti. Les journalistes eux-mêmes sont très critiques envers d'autres médias, des médias et des journalistes. Et que pense la population également? On ira faire un tour en Haïti de ce côté-là. Voilà, et nous sommes là pour passer 60 minutes d'information ensemble. Madame, messieurs, bougez pas. Le dimanche 9 juin 2019, dès 18h, la 5e salle de la Place des Arts accueille le gala de clôture de la 3e édition du FITAF avec le spectacle Flamme, tiré des chansons de Ginette Renaud. Ça commence comme une maladie. Revivez les grands succès de la diva québécoise Ginette Renaud et une belle histoire d'amour inspirée de ses chansons. Interprétée par des artistes de la diversité. Avec la participation spéciale de Barbara et Daniel Guillaume. Admission $45. Billets en vente à Michel Studio sur P9, à la Place des Arts ou en ligne sur placedesarts.com. Info 514-463-5201. Avant m'a marché. Emmanuel, sac passé. Ici, Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. Depuis 12 ans, je vous offre des services gratuits. Immigration, impôts, pensions, subventions, allocations canadiennes pour enfants. Si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212. Avez-vous m'a marché? Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Il ne faut pas attendre nécessairement qu'on vienne vous chercher. Vous devez vous faire connaître, vous devez militer aussi dans les partis de façon à se positionner pour qu'on vous propose ou bien qu'on vous accompagne pour devenir candidat. Aussi, là, c'est... Justement, au sein de l'association libérale, oui, ici dans votre comté, exact, ouais, il y a beaucoup d'Haïtiens. Ah bah oui, non, c'est à l'image du comté, très diversifié. Il y a des Haïtiens, des Italiens, des musulmans, des Asiatiques. Oui, c'est très diversifié. Et ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils veulent nécessairement devenir députés, candidats, mais ils font leur classe et puis ils voient comment est-ce que ça se passe. Ils sont très présents avec moi. Ils m'appuient, donc je suis très content.
Voilà, ça c'est la voix de Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, hein, député de Bourassa, et qui est candidat à sa propre succession dans le comté de Bourassa au niveau fédéral. C'est la 3e fois qu'il s'en irait aux élections fédérales, après l'avoir fait 3 fois au niveau provincial, puisque quand il s'est lancé en politique, c'était au niveau provincial. Il était député de Viau, vous vous souvenez, au sein du Parti libéral à l'époque de Jean Charest en particulier. Par la suite, il a fait le saut au niveau fédéral et en mars dernier, ça faisait 12 ans depuis que cet Haïtien originaire de la ville de Saint-Marc fait de la politique active ici comme député provincial et député fédéral. Lors des prochaines élections, il est encore candidat. 12 ans en politique, on a voulu le rencontrer, on l'a rencontré pour comprendre un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est toujours facile pour, c'est pas seulement pour un Haïtien, mais surtout pour un Noir? Bon, il faut souligner que Makakoto a passé plus de temps que lui, un petit peu plus, une quinzaine d'années, hein, tout au plus, mais lui, il a 12 ans comme Noir en politique et qui a fait à la fois le provincial et le fédéral, les deux. Mais comment ça fonctionne, comment ça marche? Est-ce que c'est toujours évident pour quelqu'un à la peau noire de faire de la politique ici au Canada? On a discuté de tout ça avec lui. Et Emmanuel Dubourg ne nous a pas caché que parfois c'est très difficile et ça lui arrive en campagne électorale qu'il y a des gens qui refusent de lui parler ou de lui serrer la main, tout simplement. Le racisme contre les Noirs, ici au Canada, oui, ça existe. Mais en même temps, c'est comment est-ce que moi, je l'approche, là, effectivement, je vais vers les gens, je suis ouvert, mais est-ce que je vais perdre mon temps avec... Mais il y a tellement de besoins dans ce comté-là, il y a tellement de gens qui attendent à ce qu'on amène de plus en plus de ressources pour les accompagner, donc je ne m'arrête pas là. Donc ça fait 12 ans, donc je continue dans la même lignée, je continue à donner le meilleur service à mon bureau. Donc je suis élu à chaque fois par 57, 58 ou 60% des électeurs. C'est pas par 100% ou quoi que ce soit. Donc, mais une fois élu, c'est de servir toutes ces personnes-là, indépendamment de leur allégeance. Donc c'est là-dessus que je reste là. Et comme je l'ai dit là, dans mon slogan, là, dans toutes les langues, Alvostro Fianco, à Soulado, à Namahatcom, à vos côtés, by your side, avec Mapmaché. Donc moi, c'est inclusion. On additionne tout le temps. C'est ma façon de voir. Voilà. Emmanuel Dubourg qui, quand même... trouve les moyens de rester positif face à des situations comme ça. Et en politique, c'est souvent ça, c'est ce qu'il vient de décrire. Et il est candidat à sa propre succession comme député de Bourassa, ici, sous le chapeau du Parti libéral du Canada, dirigé par Justin Trudeau, évidemment. Et vous l'avez entendu au tout début, il donnait quelques conseils par rapport aux communautés culturelles de manière générale qui voudraient s'intéresser à la politique, à savoir qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vers vous. Il faut faire un pas également vers les partis politiques, peu importe l'obédience que vous choisissez, il faut faire un pas. Et au sein de l'association libérale, il y a de plus en plus d'Haïtiens qui militent au sein des associations des partis politiques. Et il estime qu'il a plutôt fait école depuis son entrée en politique en 2007, dans le sens de représenter un modèle de réussite en politique pour d'autres qui seraient intéressés à faire de la politique. Donc, il y a de plus en plus d'Haïtiens qui s'impliquent au sein des associations locales des partis politiques, notamment à l'association libérale. Et tout ça, c'est grâce à son implication depuis 2007. Et il note également des avancées au sein des communautés culturelles. Il prend l'exemple de Roselyne Zamor, qui est une ancienne employée de son bureau de comté ici, à Montréal-Nord, et qui est rendue au bureau comme attachée politique du Premier ministre du Canada. C'est une jeune haïtienne de la communauté haïtienne d'ici
et qui voyage avec le Premier ministre régulièrement comme attaché politique. Écoutons Emmanuel Dubourg au sujet de Roselyne Zamor. Roselyne Zamor, c'est elle qui est là dans toutes les activités, les déplacements du Premier ministre du Canada. Oui, et Roselyne a commencé à travailler avec moi. C'est une jeune fille de Saint-Michel. Ah oui, du bureau du Premier ministre du Canada. Oui, Roselyne Zamor. Ouais, exact. Oui, absolument. Donc, elle est toujours là pour accompagner le Premier ministre. Elle joue un rôle extrêmement important. Et oui, absolument. Donc, tout ça, c'est ma fierté aussi de voir ces jeunes-là prendre leur place, évoluer. Et puis, elle était ici avec moi à Montréal, mais là, elle est à Ottawa avec un passeport diplomatique et elle voyage partout. Voilà. Emmanuel Dubourg, il faut noter que ce que Emmanuel Dubourg a laissé à la communauté haïtienne en particulier en 12 ans, même si ce n'est pas fini, c'est surtout lorsqu'il était au provincial. D'abord, après le tremblement de terre, qu'il est intercédé auprès de Jean Charest et qui, Jean Charest lui-même, avait intercédé auprès du gouvernement libéral en vue d'accueillir des victimes du tremblement de terre. En ce sens, il y a à peu près 6 000 personnes, 6 à 8 000 haïtiens qui ont pu obtenir leurs papiers ici. Par la suite, il y avait un problème avec des demandeurs d'asile haïtiens qui étaient en situation d'illégalité à l'époque où le ministre de l'immigration, c'était M. McCallum, qui était venu ici à Montréal-Nord justement pour convaincre. Il y avait un programme, vous vous souvenez, en 2014-2015, les conservateurs avaient levé le moratoire des renvois vers Haïti, mais ce faisant, les conservateurs avaient mis sur pied un programme humanitaire d'une durée de 6 mois qui invitait les Haïtiens et les Zimbabwéens à se manifester, faire une demande de résidence pour des raisons humanitaires. Et entre-temps, il n'y en avait pas beaucoup qui se sont manifestés et qui avaient peur. Entre-temps, les conservateurs avaient perdu le pouvoir, les libéraux sont arrivés. Les libéraux ont reconduit cette mesure spéciale et il y avait toute une campagne que Emmanuel Dubourg, avec l'ancien ministre de l'immigration, John McCallum, pour convaincre les Haïtiens et les Zimbabwéens à se manifester pour obtenir la résidence. Et près de 3000 personnes, en majorité des Haïtiens, il y avait à peu près 300 Zimbabwéens, mais la majorité, c'était des Haïtiens qui ont obtenu leur résidence ici. Voilà, et rejoignons maintenant François Jean-Denis. On est vendredi, comme je vous l'avais dit, il va nous parler de services. Pour les services, je voudrais vraiment attirer l'attention des gens sur les questions de visa de visiteurs, de parrainage de conjoints. Bon, c'est fini pour la question de parrainage de parents. Il faudra attendre 2020 pour une nouvelle, je dirais... ça finira pas de faire mal, cette affaire-là. Non? On ne peut pas dire démagogie ou bien pour une nouvelle... en tout cas, je sais pas quel nom. Loterie, peut-être? Même pas loterie, parce que c'est ça. En tout cas, pour une nouvelle flagellation, disons ça. Alors, pour le parrainage de conjoints, j'aimerais attirer l'attention des gens sur ce point-là, parce que souvent, ils font des demandes de parrainage, et puis on voit, ils sont refusés pour des bagatelles, des raisons qui sont tellement évidentes là. Ça veut dire que des gens qui se marient, et qui vont, par exemple, une seule fois. Moi, j'ai vu un cas cette semaine. La personne est allée en Haïti seulement en 2014, le jour du mariage. Jusqu'à présent, elle n'est pas retournée. Elle a fait la demande de parrainage en 2017. Quoi? On a refusé en 2018. Imaginez. Et donc, 2014, elle a passé 3 ans sans voir voir l'âme sœur. Okay. Et là, maintenant, elle fait sa demande en 2017. On l'a refusé en 2018. Et quand je lui ai demandé, c'est quoi vous avez envoyé comme preuve pour la relation? Oh, les formulaires seulement. Après ça, les photos de mariage. On a eu de très belles photos de mariage. On les a envoyées. Okay. Alors, voilà des cas comme ça. C'est tellement, je dirais, simple. C'est tellement, je dirais, des fois, les gens
banalise des choses sérieuses. Ouais. Ça devient de plus en plus compliqué, hein, l'immigration. Il faut vraiment maintenant, aujourd'hui, savoir et connaître les rouages de ça. Il y a tellement de nouvelles règles. D'abord, moi, je me souviens, François, avant, il y a une quinzaine d'années, Immigration Canada envoyait par la poste les formulaires nécessaires à remplir et puis toute une marche à suivre et tout ça. Là, aujourd'hui, on vous dit, allez sur Internet pour chercher vos formulaires. Et il y a des formulaires anciens qui ne sont plus valides et les gens parfois remplissent des formulaires qui ne sont plus de mise. Parce que depuis le gouvernement de M. Harper, on s'est dit qu'on dépense trop d'argent parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gaspillage, vraiment. Alors, on dit maintenant, les formulaires sont en ligne, que les gens se débrouillent, s'organisent pour faire ça. Et puis, pour les gens qui ne peuvent pas imprimer, il y a des organismes communautaires à qui on donne beaucoup d'argent et ces organismes communautaires ont l'obligation de donner ces formulaires-là et de remplir gratuitement pour les gens. Alors, c'est ça qu'on fait. Mais cependant, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que de plus en plus le système est informatisé. Et si jamais on ne peut pas aller en ligne, regardez maintenant, Jean-Numa, la seule façon de payer pour un service en immigration, il faut faire le paiement en ligne. Combien sont-elles les personnes qui pourraient, je dirais, faire une demande en ligne, aller sur Internet pour faire un paiement en ligne? Ouais. C'est pas évident. Pas évident, alors. Il y en a qui sont pas très, très madrés avec la technologie, quoi. Bon, c'est ça. Alors, même à la banque, ils peuvent pas aller pour payer ça, maintenant? Oui. Alors, ce que je dis aux gens, maintenant, dans les circonstances, ce qu'il faudrait faire, il faudrait s'organiser pour présenter une demande de parrainage en bonne et due forme. Ensuite, pour les visas de visiteurs, et lorsque les gens vont faire une demande, encore ce matin, il y a une personne qui m'a dit, oui, j'aimerais faire la demande avec vous, mais j'aimerais que vous me donniez la garantie que je vais avoir le visa. Alors, je lui ai dit, moi, la garantie que je peux vous donner, c'est un travail bien fait, mais la garantie à laquelle vous faites allusion, ça, il faut que je vous donne le téléphone du consul. Là, il peut vous donner cette garantie-là. OK? Alors, moi, la garantie du travail bien fait, oui, ce sera fait correctement, mais quand quelqu'un dit, si moi, par exemple, je n'ai pas cette garantie, je ne ferai pas de demande, alors avec Visamax, vous ne ferez pas de demande parce qu'il n'y a personne qui puisse vous donner une garantie. Seulement le consul. Seulement le consul. Alors, comme je n'ai pas le numéro de téléphone du consul, je lui ai dit, alors allez voir quelqu'un d'autre, moi je ne peux pas vous aider. Bon, permis d'études, c'est la même chose. Alors, et encore un autre problème pour les permis d'études, c'est quand les gens sont à l'étranger, ils veulent venir, mais ils ne jurent que par l'université. Alors là, c'est un problème. Vous avez un parent qui veut vous aider, et la personne vous dit, moi, trouvez une formation, et puis moi, je vais vous aider. Mais c'est la dernière chose à laquelle il faut penser, c'est l'université. Parce que l'université, c'est 20 à 30 000 $ par année. Alors qu'il y a des formations techniques d'au moins 1800 heures qui pourraient permettre à la personne de venir, d'étudier et de faire sa résidence. Alors là, on le dit, vous voulez venir étudier. Encore la semaine dernière, on a dit que le Manitoba veut accueillir beaucoup d'étudiants étrangers. Alors, on est en train de faire des contacts avec cette province-là. Vous n'êtes pas obligé de venir seulement au Québec. Vous pouvez aller étudier n'importe où, de n'importe quelle province. Il y a des écoles et après ça, vous pouvez faire votre demande de résidence permanente. Pour les questions de demande d'asile, pour les gens qui nous écoutent, les gens qui sont là, qui n'ont pas encore été à l'audience, alors on vous le dit, c'est à vous de prendre toutes les mesures pour préparer votre dossier, parce que de plus en plus, on voit des histoires, des situations qui sont tellement cocasses, tellement bizarres, et il n'y a aucune chance vraiment que ces gens-là puissent passer et puissent réussir l'audience. Même si c'était Dieu le commissaire, il n'aurait pas réussi l'audience parce que ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de preuve. Pas de preuve, rien du tout, et puis ce sont des histoires à bacadabra. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on dit aux gens, c'est que, premièrement, il faut que les gens soient conscients. Alors, tout ce qu'on
de toute façon, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous accompagner. Et j'ai dit, on ne peut pas préparer une audience en 1 heure de temps, en 2 heures de temps, en 3 heures de temps. Ça prend plus que ça. Alors, c'est à vous de savoir, est-ce que vous allez laisser faire? Et puis moi, quand les gens me disent, OK, moi, je vais continuer avec mon représentant, si j'échoue, je viendrai vous voir. Mais je ne pourrai pas faire grand-chose, je ne peux pas faire des miracles. Si votre dossier est magané au départ, moi, je ne peux pas faire autre chose. Alors, il y a des étapes qui sont importantes à franchir et puis il faut les franchir bien, sinon... Exactement. Moi, je préfère commencer avec quelqu'un à la première étape plutôt que de commencer au milieu quand la personne a déjà eu un échec et puis il y a eu tellement d'erreurs. Alors, bon, ça veut dire que moi, l'appel, je n'aime pas ça. Et moi, je dis toujours que c'est la première fois qui compte. On fait tout notre possible pour réussir à la première fois. Et puis, c'est pas la peine de penser à autre chose. Pour terminer, il y a certaines personnes qui ont été à cet endroit cette semaine et à qui on a donné des formulaires des rares. Ah oui? Alors, oui, il y en a qui ont déjà eu 1 an. C'est pas à tout le monde. C'est les personnes on n'a pas fait d'exception. Alors, je veux dire ça. Mais actuellement, j'ai vu quelques personnes qui sont en train de magasiner et elles ont les formulaires sous les bras. Et là, maintenant, elles disent, oh oui, j'ai besoin de remplir un formulaire. Alors, j'aimerais leur dire, erreur, c'est pas remplir un formulaire. Erreur, c'est la dernière chance que vous avez avant de quitter le pays. Alors, erreur, c'est un processus complet où vous devez non seulement remplir le formulaire et les informations, mais démontrer qu'advenant votre retour dans le pays, vous seriez exposé à un risque élevé pour votre vie. Pour votre vie. Et c'est dans le présent. On ne parle pas des choses dans le passé. Alors, souvent, les gens pensent que des fois, ils font remplir le formulaire par un voisin, par un mononcle, par un matin, tout ça. Et après ça, maintenant, ils pensent que c'est correct. Alors que s'ils avaient documenté leur cas, s'ils avaient donné des preuves à l'effet qu'ils ne peuvent pas retourner, au moins ils auraient plus de chance. Voilà, c'était François Jean-Denis qui nous parlait des services, étant donné qu'on est vendredi. C'est le moment pour nous de retrouver Pierre-Paul Gazmar dans sa chronique. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Jean-Humain et bonjour aux auditeurs du magazine Texto. Donc c'est un plaisir pour nous d'intervenir sur les ondes du magazine et d'informer la clientèle sur ce qui se passe généralement à la mi-transfert en termes de services. Alors Jean-Humain, nous invitons toujours nos clients à poser cette question aux compagnies de transfert lorsqu'ils ont un transfert à faire. Et cette question-là est la suivante. La première question, c'est alors, il y a plusieurs questions, mais l'essentiel aurait été la suivante. Combien est-ce que je paie en dollars canadiens pour transférer mes US en Haïti? C'est la seule question qu'il faut poser. Les autres questions, par exemple, quel est le taux, quels sont les frais, sont des questions secondaires. Donc l'essentiel, c'est de se poser la question, combien est-ce que de dollars, pardon, donc j'éternue, ça veut dire que c'est vrai, combien est-ce que de dollars canadiens, alors que Dieu me bénisse, oui, mais t'es béni déjà. Mais qu'il continue, hein, alors, je disais, combien est-ce que de dollars canadiens le client doit donner à la compagnie de transfert pour livrer des US en Haïti? Et à ce moment-là, ce que le client fait, le client prend son téléphone et appelle 2 ou 3 compagnies pour confirmer. C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'éducation derrière les transferts de fonds pour que votre argent ait sa véritable valeur. Parce que ça peut osciller de montant à l'autre. Pour 100 dollars US, par exemple, pendant que je te parle à l'heure où il se pourrait que ça change un peu plus tard, parce que le dollar US est à la hausse par rapport au dollar canadien. Mais hier, par contre, ça a clôturé à 1,3462. C'est le plus haut sommet atteint depuis 2 semaines. Donc 1,3462. Donc c'est sûr que le dollar va se vendre autour de 1,37, 1,38 et un peu partout. Donc c'est clair que l'équivalent pour 100 dollars US va augmenter. À la mi-transfert, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est 145,92 $. 145,92 $. Mais chez d'autres compagnies de transfert, ça se trouve autour de 147, 148 et même 151 pour certaines. Donc il est important que vous sachiez les bonnes questions posées aux compagnies de transfert
avant d'effectuer un transfert. Nous sommes au 514-852-86-48. Nous avons deux bureaux. Le 90-81 boulevard P9 et le 679 Jarry Est. Une multitude d'agents à Montréal, au Canada, pour vous servir. Appelez-nous pour connaître l'agent autorisé le plus près de chez vous. Voilà. Nous savons que c'est la fin de semaine et puis toi, sûrement, tu as quelques activités. Donc, oui, et surtout toi, le 5 mai, dimanche prochain. Oui, évidemment, le 5 mai, c'est la vente signature de mon premier recueil de poèmes, Cœur tous azimuts, qui aura lieu au centre Leonardo da Vinci. Je serai au centre Leonardo da Vinci à partir de 2h PM. Le cocktail commence à 4h30 pour 5h45, donc 16h30 pour 17h45, et le spectacle à 18h pour 20h30 au centre Leonardo da Vinci. Donc j'attends tout le monde. Naturellement, le spectacle, le livre est actuellement à $30 et il sera à $30 également après le spectacle. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y a un petit bonus. Vous allez pouvoir faire des photos avec moi, vous allez pouvoir avoir ma signature sur votre livre. Et puis en même temps, si vous êtes intéressé au spectacle, les premiers arrivés seront les premiers placés, puisque nous avons... Il faut surtout souligner qu'il n'y a pas de billets en vente. Il faut débarquer et puis payer à l'entrée, c'est ça? Exactement. La personne a son livre. Si elle peut assister au spectacle, ce sera correct. Sinon, bon, alors, la personne aura son livre indubitablement. C'est clair. Voilà. Eh bien, bon spectacle, bon show, Pierre-Paul. Merci, Jean-Humain. À lundi. À la semaine prochaine. À lundi. Merci. Bye bye. Le dimanche 9 juin 2019, dès 18h, la 5e salle de la Place des Arts accueille le gala de clôture de la 3e édition du FITAF avec le spectacle Flamme, tiré des chansons de Ginette Renaud. Ça commence comme une maladie. Revivez les grands succès de la diva québécoise Ginette Renaud et une belle histoire d'amour inspirée de ses chansons. Interprétée par des artistes de la diversité. Avec la participation spéciale de Barbara et Daniel Guillaume. Admission $45. Billets en vente à Michel Studio sur P9, à la Place des Arts ou en ligne sur placedesarts.com. Info 514-463-5201. Avant m'a marché. Emmanuel, sac passé. Ici, Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. Depuis 12 ans, je vous offre des services gratuits. Immigration, impôts, pensions, subventions, allocations canadiennes pour enfants. Si vous habitez à Montréal-Nord dans le comté de Bourassa, appelez pour prendre rendez-vous au 514-323-1212. Aveo m'a marché. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Frais médicaux non réclamés, crédit personnel oublié, perte en capital mal reportée ou encore transfert de crédit au conjoint? Mais non! Depuis 15 ans, le cabinet Perrin vous aide à éviter ces erreurs graves en matière d'impôts. Pascal Perrin recherche systématiquement toutes les déductions auxquelles vous avez droit. Contactez le cabinet Perrin 514-725-0234 et vous verrez, ce sera à votre tour d'économiser temps et argent. 514-725-0234. Oh, l'amitié, ça passe, avant me barrer, sort gain au pressé comme ça. Mon cher la banque, moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire un transfert pour maman. Toi pas bon pour moi. Bon, me garder ça ma jeune dans bureau d'échange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert, mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdre du temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48.
tous les ans. Ça revient, on n'y échappe pas. La déclaration d'impôt, un véritable casse-tête. À qui confier votre déclaration d'impôt? Compétences, expérience, confiance, Polytronic, votre réponse. Votre impôt est préparé par Jean-Wesley Charles avec plus de 15 ans d'expérience et envoyé par Internet la même journée. Étudiants, retraités, sans revenus, payez seulement $20 pour maximiser votre remboursement. Et pour votre tranquillité d'esprit, Polytronic, la référence. Tous les jours, 10h à 21h. 89 45 Saint-Michel, 514-323-9222. Polytronic, là où la différence défie la concurrence. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, c'est le moment d'accueillir Daniel Medna. On est vendredi dans sa chronique sur les assurances. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Humain, comment ça va? Eh ben, ça va super. Écoute, aujourd'hui, un petit peu de pluie pour nous, hein? Oui, mais on est quand même vendredi, Dieu merci. Toi, je sais qu'il travaille nuit et jour. Ah oui, c'est ça. Je pensais que tu réalisais pas que les vendredis arrivaient, là. Ah ben, oui, ça arrive. Écoute, j'espère que tu vas en profiter de ta fin de semaine, toi et toute la famille. Oui, on va essayer. Écoute, Jean-Humain, on va essayer d'un petit sujet aujourd'hui qui m'est arrivé. 2 de mes clients qui m'ont appelé cette semaine. Oui. Puis il y en a un des 2 qui m'a appelé, c'était pour me dire, Daniel, écoute, est-ce que je trouve que ma prime est chère. Est-ce que tu peux faire baisser ma prime d'assurance? Juste comme ça? Oui. Okay. Puis, non, c'est correct. Okay. Il a le droit. Puis là, j'ai dit, OK, parfait. J'ai révisé son contrat, j'ai regardé le marché pour lui. Ouais. Et puis, finalement, il m'a dit, Daniel, ben là, c'est un client qui a un restaurant, d'accord? Okay. Et dans le restaurant, vous savez, il y a des biens, j'en assurais pour $180 000 de contenu pour lui, donc matériel, cuisine, toutes ces choses-là. Et puis, lui, il me dit, Daniel, ben, peux-tu baisser mon montant d'assurance à 40 000? Parce que je payais moins cher. J'ai dit, ben là, je veux dire, je lui conseille qu'en général, quand on veut faire baisser sa prime d'assurance, ce n'est pas en baissant. C'est trop facile de baisser tes couvertures pour économiser sur la prime d'assurance parce que vous n'allez pas gagner dedans. Ouais. C'est parce que dans le fond, vous êtes c'est vos biens à vous, vous assurez contre un risque. Je comprends que c'est important de payer, mais quand vous avez une entreprise qui génère de l'argent, c'est normal de le protéger. Oui. Et écoute, ce client-là, il voulait vraiment à un point tel. Écoute, j'ai dû faire les changements qu'il me demandait de faire. Il a eu moins cher. Mais j'ai pris le temps de noter mon dossier pour dire que c'est lui qui m'a demandé de baisser. Puis au cas où il y a eu quelque chose, il absolument, en manque. Absolument. Donc, c'est son droit. Tout ça pour dire que c'est pas toujours conseillé ou non? De demander ça. C'est conseillé de demander de vérifier sa prime. Moi, je suggère aux gens de ne pas, en fait, dans l'optique de
d'économiser, de sauver 100 piastres par année ou 200 $ par année, 50 $ par année, vous baissez vos couvertures de 10, 15, 20 000 piastres. C'est parfois, par mois, on parle de 2, 3, 4, 5 piastres par mois. Ouais. Et vous baissez votre couverture de 200 piastres. Parfois, vous dites, mais ça fait pas de sens, là. C'est comme, vous êtes capable de faire un petit effort au lieu de baisser vos couvertures. Mais il y a des gens, s'ils le veulent, on va le faire. Oui. Mais c'est toujours à leur détriment. J'ai pris le sujet parce que justement, j'ai quelqu'un qui m'avait appelé qui voulait vraiment baisser son montant. Il a eu une perte. OK. Puis il m'appelle, il me dit, Daniel, est-ce qu'on est capable d'augmenter le montant? À ce moment-là. À ce moment-là. Il fallait y penser avant. Alors, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas rien faire parce que tu as déjà, la perte est là. On ne va pas augmenter tes montants juste parce que tu as une perte là. Tu sais, je veux dire, tu vas encourir une perte. Puis son perte, ça va être sévère parce qu'il m'a fait baisser son chiffre d'affaires. Donc, il va perdre sur les pertes de revenus. Il m'a fait baisser le montant du contenu. Heureusement que j'ai protégé. Je me suis protégé et j'ai noté mon dossier correctement. Mais c'est important, Jean-Humain, que les gens sachent qu'ici au Québec, les statistiques que je voulais donner aujourd'hui avant de vous libérer, Jean-Humain, c'était 37% de toutes les pertes. C'est un chiffre qui a été donné par le Bureau d'assurance du Canada. Au Québec, 37% de toutes les pertes, Jean-Humain, majeures au Québec ont résulté par ce qu'on appelle une sous-assurance. OK. Donc, par exemple, une personne qui a une maison brûlée se rend compte que j'ai peut-être assez d'argent pour construire ma maison, mais je n'ai pas assez d'argent pour acheter les biens meubles que j'ai dans ma maison. Donc, pourquoi? Parce que les gens veulent économiser sur le prime d'assurance. 37%, Jean-Humain. Oui, c'est à peu près un tiers, là. C'est beaucoup, oui, c'est un petit peu plus qu'un tiers. C'est beaucoup de personnes qui sont sous-assurées. Moi, je dirais à tous nos amis, à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est important de magasiner votre police d'assurance, mais ce n'est pas une bonne chose toujours de baisser vos couvertures pour aller économiser 100 $ par année sur votre prime d'assurance. 4-5 $ par mois, c'est pas ce qui va tuer la République. Hein. Voilà, fait que je sais que l'argent est important, mais parfois, il faut regarder, il faut avoir une vision plus large. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour faire baisser ma prime? Mais sauver 5 $ pour baisser mon montant de 50 000, de 100 000 $, ça ne vaut pas la peine. C'est une question de probabilité et puis d'assurance aussi. Hein. C'est que la probabilité qu'il vous arrive des méfaits ou des catastrophes, ça existe pour tout le monde. Ça existe pour tout le monde. C'est comme jouer à la loterie. Un jour, peut-être que ton numéro va sortir et tu ne voudrais pas, Jean-Humain, qu'il en manque parce qu'il y a des gens qui ont de l'assurance, qui n'ont jamais réclamé. Ouais, à propos de loterie, tu sais, j'ai un vieux principe qui dit je gagne ce que je ne joue pas parce que d'habitude, je ne joue pas, mais tant que je ne joue pas, je ne pourrais pas être sur la liste des gagnants. Hein. Mais aujourd'hui, Jean-Humain, avec les appels de sollicitation, j'ai gagné et vous gagnez toujours des choses que vous ne savez même pas. J'ai gagné dernièrement, Jean-Humain, avant de vous libérer, le droit de parler avec une diseuse de bonnes choses. Salut Daniel. Alors, il faut rejoindre Daniel dans le 514-668-3937 pour toutes vos questions en matière d'assurance. Exact. Il a pas une drôle, mais une bonne façon de vous assurer parfois. Oui, j'assure les gens bien. Je les assure bien, Jean-Humain. C'est important de bien les assurer. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il faut leur donner de l'information aussi parce qu'il y a des gens qui ont des assurances qui me disent des années plus tard, Daniel, je ne savais pas que j'avais le droit de demander ça. C'est ton droit. Mais moi, je prends le temps d'expliquer ce qu'il y a dans leur police d'assurance. Et puis, bon, s'il y a quelque chose, ils savent qu'ils ont des droits parce qu'ils payent. Oui, absolument. Merci beaucoup, Daniel. All right, Jean-Humain. À lundi. À lundi. Bye-bye. Bon, je connais si il y a un cabinet, c'est un cabinet de donc, à ma connaissance, je connais qu'il y a un monde qui nomme. Donc, c'est ça que je pour le présent moment. Maintenant, si nous supposons remettre liste là lundi, et ou pas trouver comme si on va qui pas fin trop clair pour que jeudi avant vendredi nous pour que personne sur liste nous, alors que lundi nous supposons remettre li. Donc, la négociation a fait pendant 2 jours là, appel, discussion, échange pour nous joindre 12 ou bien 14 monde pour un cabinet ministériel. Bon, c'est pas difficile pour 14 haïtiens pour faire un cabinet ministériel. Oui. Effectivement, mais sauf que on l'a pas trouvé encore, ou peut-être que c'est juste M. Doré, Guichard Doré, conseiller en matière politique de Jovenel Moïse, qui le sait, ou Jovenel Moïse lui-même.
On ne sait pas. Peut-être que même M. Lapin, il ne sait pas qui va faire partie de son cabinet, alors que bon, le Sénat l'invite avec son cabinet d'ici lundi prochain à venir présenter sa déclaration de politique générale. Et la Chambre des députés attend cet exercice-là au niveau de la Chambre des députés avant de se trémousser un peu, de bouger un peu de ce côté-là, parce qu'il n'y a aucune commission qui a été montée à la Chambre des députés, malgré le dépôt des pièces à peu près au même moment à la Chambre des députés et au Sénat, les pièces de M. Lapin. Donc, il y a un problème à trouver et on dit aujourd'hui que les chances pour M. Lapin de passer l'étape de ratification de la politique générale sont plutôt minces. Voici l'analyse de Luckner Garo de Radio Métropole. En effet, depuis la nomination de l'ancien ministre de la Culture pour siéger à la primature, l'exécutif se bat comme un diable dans un bénitier pour former le gouvernement. Dans un contexte où le pouvoir est fragilisé par les crises à répétition, composer avec l'opposition, ne serait-ce que celle considérée comme modérée, demeure un impératif. 8 partis se sont entendus pour trouver un accord avec le président. Après plusieurs rencontres, la situation semble n'avoir pas évolué. Si les leaders politiques veulent un pacte sur la conférence nationale, les prochaines élections, le dossier Petro-Caribé, le chef de l'État, lui, veut former son gouvernement. Et c'est là la pierre d'achoppement. Les enjeux sont de taille. Il y a ceux qui jouent leur crédibilité, d'autres leur popularité. Personne ne veut perdre la face dans un contexte où l'opposition radicale est prête à clouer au pilori ceux qui ont fait le choix de s'asseoir avec le président qu'elle veut voir partir. Le groupe des 8, selon son témoignage, ne serait pas intéressé à déléguer des représentants dans le prochain gouvernement, du moins pas avant un accord sur les points cités plus haut. Qui pisait, le choix de Jean-Michel Lapin semble être contesté. Ses interlocuteurs auraient réclamé du président Jovenel Moïse qu'il laisse tomber celui qu'il avait présenté comme un homme loyal et honnête. Jovenel Moïse peut-il se permettre de passer outre cette équipe et de former un autre cabinet avec ses alliés du PHTK? Cette question doit tourner en boucle dans la tête de celui qui a une tonne de promesses sur le feu et qui attend de disposer de son Premier ministre pour tenter de les faire atterrir. Entre-temps, à la Chambre basse, les députés ne sont pas pressés. Aucune commission n'a été formée. Et il ne semble pas qu'il y ait un risque de rivalité entre les deux chambres concernant la date retenue pour la ratification de la politique générale du PM, comme ce fut le cas lors de la séance d'interpellation de Jean-Henri Séan. Voilà, et justement, Guichard Doré, on revient à M. Doré, le conseiller politique de Jovenel Moïse, sur la question de la formation du gouvernement, de la situation politique et tout ça. Eh bien, on n'a jamais entendu parler d'une entente ou d'un accord quelconque avec une frange de la classe politique, malgré des discussions qui ont été longues comme fleuve il n'y a pas longtemps, juste avant la démission justement de Jean-Henri Séan et remplacé par Jean-Michel Lapin. Mais aujourd'hui, Guichard Doré révèle qu'il y a un certain nombre d'ententes, d'accords en tout cas, que Jovenel Moïse, la présidence, a trouvé avec une frange de l'opposition, en tout cas la classe politique, que ce soit sur les élections, le gouvernement et plein d'autres choses. Voici Guichard Doré. Nous devons encore sur l'élection. Nous devons encore sur faire des routes de gouvernement. OK. Nous venons encore sur la formation du gouvernement. Et notre critère que là-dedans, nous pensons que pour les gens qui peuvent venir dans le gouvernement, il faut des personnalités de l'autorité publique. Bon, puis d'amour, nous allons mettre là. Il faut des gens qui ont compétence et il faut des gens qui ont responsabilité. Et sous point ça, sur la proposition du professeur José Pierre, parce qu'il faut dire ça, parce que c'est l'histoire qu'on a pris là. Et José Pierre lui pensait que si tu as des personnalités politiques qui viennent, parce que nous, c'est qu'à gagner, ça nous a relé des ministres de plein exercice, et puis nous avons notre petit ministre d'État, ça nous fait voir, c'est que ce sont qui peuvent apporter non seulement de ses compétences, mais nous portons l'autorité, c'est une valeur ajoutée au gouvernement. Sur l'amendement de la Constitution. Bon, sur l'amendement de la Constitution, il y a eu plusieurs discussions. Dans un premier temps, la position initiale du président de la République que nous avons exprimée, c'est que nous avons pensé qu'il faut aller rapide avec un processus d'amendement qui suit la voie parlementaire, genre processus de loi. Maintenant, la discussion, c'est que la partie adverse, c'est venir avec le gouvernement, il faut une révision de la Constitution.
Donc maintenant, nous disons que, ok, d'accord, nous avons une révision, pas de problème, et nous sommes d'accord sur ça. Mais nous sommes d'accord, comme par le dialogue national, il n'y a pas de dialogue national à Valdi, donc nous devons quitter l'ouvert. Il n'y a pas de problème sur ça. Ensuite, c'est un accord sur le dialogue national là. Maintenant, il y a un bagage qui point d'achoppement, c'est la nomination du Premier ministre. Après que il était en négociation d'abord avec la présidence et puis il était dans une situation de fait accompli. Alors, il faut dire deux choses sur ça. Il faut clarifier parce qu'on fait l'histoire. Et le président de la République a été dans une situation, monsieur dit qu'il y a une lettre qui marquée confidentielle sous lettre là. Le président dit, si on a une lettre marquée confidentielle, il ne peut pas bailler équipe et lettre là, il va contacter la lettre marquée confidentielle, moi, il y a que devine jouer pour discuter avec eux. Donc maintenant, entre-temps, vous pouvez venir compter quelques jours après, quelques semaines, quelques jours après la nomination du Premier ministre. Il ne faut pas oublier que le président de la République, garant de la légalité républicaine, était dans une situation, il faut dire qu'il réagit. Parce qu'entre-temps, on a nommé un gouvernement, un Premier ministre intérimaire, mais même il était bon temps constitutionnel pour l'agir. S'il n'a pas agi dans le temps constitutionnel qui lui était imparti, il n'a pas le critiqué. Maintenant, il a agi dans le temps constitutionnel. Entre-temps, le président pensait que le Premier ministre, bon, moi-même expliqué tout dans la négociation. Le Premier ministre, c'est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Mais c'est chaque ministre qui porte l'action gouvernementale. D'autant plus qu'on a une feuille de route qui est définie préalablement entre les acteurs politiques. On s'est mis d'accord sur la feuille de route qui va être appliquée. Et les éléments politiques de la conjoncture, par exemple, le Caribé, etc., de la corruption, ils font partie de l'accord. Et nous n'avons pas l'avance. Voilà. Guichard Doré, conseiller politique de Jovenel Moïse, qui révélait quelques aspects sur les négociations qui ont eu lieu entre Jovenel Moïse et une frange de la classe politique. Il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été trouvés, mais ces ententes-là n'ont pas été signées à cause justement de la nomination de Jean-Michel Lapin comme Premier ministre, et tout compte fait, et ça traîne en longueur le processus de ratification de ce Premier ministre qui devrait remplacer justement Jean-Henri Séan. Et le temps constitutionnel imparti à M. Lapin, qui était 1 mois, donc a expiré. Puis bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il peut... il ne peut pas engager de toute façon l'État, le gouvernement. C'est un pays qui connaît encore une fois un blocage. Et aujourd'hui, on est le 3 mai, c'est la journée internationale de la presse. En Haïti, les avis sont très partagés, même parmi les journalistes ou les médias. Et certains journalistes sont très critiques vis-à-vis de leurs collègues par rapport aux allures qu'ils prennent, notamment dans les médias, le manque d'éthique d'un côté, leur façon d'informer les gens et de prendre position, les opinions qu'ils émettent sur certains médias, et le fait qu'ils accordent la parole à des repris de justice ou à des bandits de grand chemin régulièrement, comme Tigé qui a été tué lundi dernier, ou Arnel Joseph qui s'est retranché dans l'Artibonite. Voici un reportage de Sheila Louis. Des critiques qui sont fondées regrettent la mort dans l'âme Venel Remaret, président de l'Association des médias indépendants d'Haïti, AMI. Nous partons la presse là, journalistes, nous partons la journalistes, nous quittons mon tête. Quand il s'agit de la vie de tous ces citoyens, eh bien, nous pas de droit à jouer. Le fait que tolérer bandits, le fait qu'on a toléré gangsters, on ne peut pas faire de quartier à ces gens-là. C'est pas seulement moun cap bay bandit parler, non. Grand pile l'autre monde qui a fait des autres. C'est comme si ces gens-là étaient au-dessus de toute critique. Il y a des journalistes qui se laissent accaparer. Ils sont nombreux les reproches adressés à certains médias. Le plus exaspérant dans tout cela, selon le secrétaire général de l'association dénommée SOS Journalistes, c'est le fait de donner la parole à des bandits, et ceci de façon systématique. Pour Guy Delva, sur le plan éthique, certains travailleurs de la presse pratiquent mal leur métier. Des fois, tout nous pas respecter suffisamment les règles d'équité qui est dans le métier. C'est-à-dire que le monde qui fait déclaration contre le monde, ne pas toujours bailler de réponse, ne pas toujours même essayer de chercher l'autre cloche pour permettre que le monde accusé soit capable de défendre tête et tout. Des fois, nous pas fait effort ça, on cherche joindre l'autre monde, nous juste là qui ça on dit, des fois sans fondement, et des fois tout le même journaliste, il y a des gens qui ont des intérêts politiques. Ils répètent des bagailles, on
bagaille, et puis nous pas chercher comprendre, nous pas chercher à fouiller pour nous chercher comprendre. Ça dit à qui fondement, et puis nous claquer parfois. Même son de cloche du côté du secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens, AJH. Jacques Desrosiers va plus loin, avançant que le mode de fonctionnement de la presse ces derniers temps constitue une menace pour la profession. Préoccupé par cette situation, le responsable invite les journalistes à se ressaisir. Je veux dire, la corporation a une obligation pour structurer, pour moderniser, pour réfléchir, pour régulariser, ça nous relève liberté, la parole, liberté de presse. C'est corporation pour organiser. Faut que corporation, je ne dis là, commencer chita, réfléchir sur un ensemble de problèmes que les gagnent, qui représentent des menaces pour la liberté de presse là, et voir comment il y a une solution. Le reportage de Sheila Louis. Maintenant, que pense le commun des mortels? Comment est-ce que la population qui consomme ce que diffusent ces médias-là, l'information produite et diffusée par ces journalistes, comment est-ce qu'ils perçoivent ces médias ainsi que ces journalistes? Voici Rudolph Pierre-Louis. Malgré qu'il n'y a pas de trop importance c'est à gagner, mais quand bien même, la presse a fait plus bon travail parce que c'est lui-même qui gagne que la population arrivée informée. La presse est complimentée pour son travail par de nombreux citoyens qui sont conscients de sa principale mission. Avec tous les risques que comporte le métier, et notamment dans la recherche de l'information, ces citoyens estiment que ce secteur fait preuve de courage. Et de tout ça qui a passé dans le pays. Et la presse gagne au travail, information la fait qui est très utile à la société. Pas quel bagage qui a traversé. Si presse là par là, pour les dévoiler, pour dénoncer, nous-mêmes, nous ne pas attendre, mais ça c'est voix peuple là. Malgré ces propos élogieux, il serait cependant dangereux de s'emballer, car d'un autre côté, ce travail est mis en cause. Certains affirment que les canaux de presse ne sont pas utilisés à bon escient, surtout par les présentateurs d'émissions à caractère sociopolitique. Ces professionnels qui les écoutent souvent en font leur principale cible. Certains journalistes ils utilisent le micro pour intoxiquer l'esprit moun. Il y a des gens qui utilisent le micro pour faire des bagailles négatifs et constater qu'il y a des gens qui utilisent le micro pour faire des bagailles positifs. Les aller dans la favela, les battre bravo, les aller contre les consterner. En raison de ce fait que déplorent de nombreux citoyens à encore leur témoignage, les critiques ne manquent pas. Ce quinquagénaire ne mâche pas les mots. Il se désole que certains médias orientent l'opinion publique. Il y a certaines presses, nous comprenons très mal la population. Il y a quelques médias, ça a fait un amendement pour corriger. Ils ont choisi une catégorie de monde pour parler. Et s'ajoute à ces critiques la façon dont les médias véhiculent les informations. Toutefois, si certains affirment que la presse, dans l'exercice de ses fonctions, contribue à la dégradation du pays, ces professeurs rencontrés à Pétionville ne partagent pas cet avis. Je ne peux pas dire que la presse a crasé le pays. Il y a une partie de la presse là qui fait le pays en pile mal. Mais ce n'est pas la presse en général, c'est un coup de poignard. Voilà, des points de vue assez mitigés et c'est normal également. C'est assez équilibré en tout cas comme reportage sur les points de vue des communs des mortels par rapport au travail de la presse en Haïti. Effectivement, il y a une situation à corriger. Il faut vraiment se reprendre en main parce que sinon, on est en train d'assassiner toute une génération qui va penser que c'est normal, tout ce qui se passe au niveau de certains médias et que c'est normal que ce métier-là se pratique comme ça. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des règles d'éthique dans ce métier également. Revenons, comme je vous l'avais promis, sur le 1er mai avec Jovenel Moïse qui était allé dans son fief, le Nord-Est, pour inaugurer à l'occasion du 1er mai le barrage Marion qui vise justement l'irrigation de beaucoup de plaines dans le Nord-Est et dans le nord du pays, mais aussi qui vise la production de l'électricité comme promesse. Il n'en a pas parlé trop, mais il a surtout insisté sur l'agriculture à l'occasion du 1er mai, journée du travail. Construction par le travail dans le domaine agricole là, c'est irriguer terre, construire route pour interconnecter zone de production avec zone de consommation. Outre l'arrosage pour faciliter la relance agricole dans le nord-est, l'eau qui sera retenue au niveau du barrage de Marion devra également servir à produire du courant électrique. Vers la réorientation énergétique du pays, cette centrale doit pouvoir générer pas moins de 37 MW d'électricité. C'est vrai que, un an après le lancement des travaux,
L'œuvre prendra encore du temps avant de sortir de terre. Jovenel Moïse ne cache pas sa grande satisfaction. Problème grand goût li tue en pile. Mais si moi te monté comme président, je prends décision, je prends tout ce comme l'État gagne. Nous acheter du riz dans pays étranger pour me devenir bon manger. Nous tap manger pendant petit temps vers président. Mais si je prends décision qui est difficile, tant que décision construire barrage Marion, les générations PAM, ça veut dire nous tout qui l'a net, fin grand monde nous mourir. Génération qui a venu a toujours dit, président ça, t'es qui ton bagage pour yo. La construction du barrage hydroélectrique de Marion relève d'un ambitieux projet. Il s'agit en effet de mieux gérer les quelques 34 à 38 millions de mètres cubes d'eau que déverse la rivière Marion dans la mer, selon les chiffres communiqués par le président de la République. Par cette initiative, Jovenel Moïse dit vouloir créer des conditions favorables à l'épanouissement du secteur agricole. Et en attendant de compter les résultats, le barrage de Marion incarne espoir chez les habitants du Nord-Est en général, les agriculteurs en particulier. Réunis par centaines à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail ce 1er mai, ces derniers ont exprimé leur attente et surtout leur foi en ce projet qu'ils estiment novateur. Si l'eau a tombé dans la zone Paulette Faye, c'est ça net. Courant, c'est ça net, ça nous besoin même. Nous comptons, il a besoin de la fini. Dans le retard, c'est le pays qui a mis de retard. On a souhaité que le pays n'a pas encore, mais pour ça, pour nous, pour travailler Marion avancer. Bon, son nécessité liée pour payer, parce que vraiment nous te soif ça. Oui, travail là, c'est extrêmement important, nous dit président Jovenel, merci un peu pour le travail là. C'est déjà la moitié de son mandat présidentiel qui s'est écoulé, mais Jovenel Moïse tente encore de convaincre de sa capacité de relancer l'agriculture haïtienne à travers des innovations. Originaire du Nord-Est, la présence du président dans son département a fait penser au retour du fils prodige. Dans presque tous les secteurs, les revendications sont légion. Tous les ans, ça revient, on n'y échappe pas. La déclaration d'impôt, un véritable casse-tête. À qui confier votre déclaration d'impôt? Compétences, expérience, confiance, polytronique, votre réponse. Votre impôt est préparé par Jean-Wesley Charles avec plus de 15 ans d'expérience et envoyé par Internet la même journée. Étudiants, retraités, sans revenus, payez seulement $20 pour maximiser votre remboursement et pour votre tranquillité d'esprit. Polytronique, la référence. Tous les jours, 10h à 21h. 89 45 Saint-Michel, 514 323 92 22. Polytronique, là où la différence défie la concurrence. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, c'est la fin de cette édition, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. À lundi.